Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et quelle vidéo? Parce que, évidemment, je ne peux pas rester sans réagir par rapport à ce que Macron est en train de vous faire. C'est-à-dire une arnaque. Mais une arnaque de grande échelle. Alors rappelons, Macron a décidé, je dis bien Macron a décidé, parce que finalement, il n'y a rien qui est véritablement tangible dans son intention. Il a décidé de faire de la Russie l'ennemi de la France. Il a décidé que la Russie de Poutine est une menace pour la France. La Russie est une menace pour la France. Alors pourquoi je répète? Tout simplement parce que c'est ce que les médias sont en train de faire. Ils sont en train de répéter en boucle: la Russie est une menace pour la France. Alors attention, vous avez la légitimité de dire: oui, mais attendez, mais pourquoi? Sur quelle base vous pouvez affirmer que la Russie est une menace pour la France? Et c'est en cela que Macron a fait son petit discours et sa petite conférence de presse. Sauf que, en observant un petit peu les commentateurs, les réseaux sociaux, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui se disent: c'est louche. Bien sûr que c'est louche. Tout simplement parce que la situation de la fameuse Europe, de la grande Union européenne, du fameux rêve européen, est en train de s'effondrer. Il s'effondre pour deux raisons. La première, c'est que l'Europe met beaucoup trop de temps à faire sa mutation, c'est-à-dire devenir une entité supranationale qui se positionne au-dessus de la souveraineté des États membres. Et deuxièmement, la preuve que la structure même, l'organisation même de l'Union européenne, dans sa création, dans ses origines, démontre que le problème, c'est qu'il ne faut jamais croire à la fiabilité à 100% de tous les acteurs. Preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis vous lâchent. Alors forcément, faire la paix à l'Ukraine, en l'état, est inadmissible, parce que l'Ukraine, c'est l'Europe. Il est inadmissible que l'Ukraine perde le Donbass et la Crimée. Il est inadmissible, comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, d'accepter la défaite. Ce n'est pas possible. C'est la Russie qui a agressé l'Ukraine. Donc la Russie ne peut pas gagner. Sauf que ça fait depuis des années que beaucoup de gens fonctionnent dans ce logiciel. Et du coup, ces mêmes gens, aujourd'hui, sont dans le déni de la réalité. Le déni de la réalité, c'est quoi? C'est si on ne fait pas la paix, donc ça veut dire qu'on continue la guerre. Donc ça veut dire que si on continue la guerre, il y a un moment donné où Zelensky, c'est pas que de l'argent qu'il va demander, mais c'est aussi que certains pays rentrent dans la guerre en Ukraine parce que il n'y a plus suffisamment d'Ukrainiens à envoyer au front. Donc là, il faut envoyer de la chair à canon. Alors de la chair à canon polonaise, lituanienne, estonienne, allemande, bulgare, roumaine, hongroise, allemande, française, britannique, et pourquoi pas canadienne. Sauf que dans ce cas-là, ça veut dire qu'on se met en opposition à un pays qui s'appelle la Russie. Alors certains diront: oui, mais pourquoi Donald Trump veut-il absolument la paix en Ukraine? Tout simplement parce que, comme on vous l'a dit, certains d'entre nous vous l'ont dit depuis le début, l'Ukraine, depuis son indépendance en 91, a été un enjeu géopolitique, mais pas que. Ça a aussi été un enjeu économique. Détruire l'Ukraine, c'est couper le robinet du gaz russe vers l'Europe. Détruire l'Ukraine, c'est s'octroyer
la possibilité d'une reconstruction, mais pas que. C'est aussi la mainmise sur les richesses de l'Ukraine. Sauf que pendant cette guerre en Ukraine, en contrepartie de l'argent qu'on a envoyé, argent qui n'est pas gratuit, les Américains et les Européens se sont fait une guerre pour essayer de s'octroyer des contrats, des exclusivités, des terres agricoles, de la reconstruction d'outils industriels, des contrats juteux sur les finances de l'État pour reconstruire les infrastructures de communication. Et évidemment, l'exploitation des terres rares. Donc c'est des enjeux économiques. C'est pas une question d'honneur, de fierté, de droits de l'homme, de liberté, d'intégrité, de souveraineté. Tout ça, ce n'est que la façade. Parce que derrière, en coulisses, ce sont des intérêts. S'il y avait véritablement une volonté des Occidentaux de vouloir jouer les gendarmes du monde à travers le monde pour arrêter des conflits, pour arrêter des génocides, il y aurait déjà longtemps qu'on aurait essayé de résoudre un certain nombre de problèmes en Afrique, non? Je dis ça, je dis rien. Or même l'Afrique est sujet aujourd'hui à une guerre d'influence. Donc Macron, qu'est-ce qu'il cherche? Alors, il y a une chose qu'il cherche qui est évidente, c'est faire peur. Et malheureusement, peut-être que certains d'entre vous disent oui, mais ça ne peut pas marcher. Parce que vous êtes intelligent, parce que vous êtes cultivé, parce que vous savez vous servir de votre cerveau. Mais est-ce que c'est le cas de tous les Français? Force est de constater que quand vous vous baladez en centre-ville, quand vous allez à votre travail, vous n'êtes pas sans passer une journée sans être confronté à un neuneu, sans être confronté à un atrophié du bulbe, sans être confronté à des gens dont très clairement les neurones ne se touchent pas. Et que par conséquent ce sont des gens qui ne réfléchissent pas, qui n'ont pas de libre arbitre, qui ne sont pas libres. Ce sont des esclaves. Des esclaves à qui on dit ce qu'il faut penser. Et qui par conséquent, par les effets d'hypersensibilité, d'émotionnel, de droits de l'homme, des libertés, eh bien, répètent comme des perroquets les doctrines que Poutine est un dictateur, que Poutine est un barbare, que Poutine est un salaud. Attention, je ne dis pas que Poutine est parfait, loin de là. Mais c'est un homme de son contexte, c'est un homme de son temps, c'est un homme qui élabore, dirige, contrôle une jeune démocratie. Et comme toutes les jeunes démocraties de ces pays de l'Est, il y a encore un certain nombre de problèmes. Alors des problèmes qui gardent une certaine ascendance sur l'autorité, sur la politique, sur l'État, ce que l'on appelle la corruption. L'Ukraine fait partie de ces pays où depuis 1991, les gouvernements successifs qui ont été soutenus, aidés, que ce soit par la Russie ou que ce soit par les Occidentaux, ont toujours œuvré avec un certain nombre d'acteurs que l'on dit mafieux. Et souvent avec la complicité d'un côté des Russes, comme aussi d'un côté des Occidentaux. Parce que ça servait leurs intérêts. Les Occidentaux, cette hypocrisie de faire croire aux gens qu'ils sont pour la liberté, pour la démocratie, alors qu'en réalité, ça, ce ne sont que des façades. En réalité, les Occidentaux, ce qu'ils veulent, c'est des pays dociles. C'est des peuples sous contrôle. Voilà la réalité. Alors évidemment, quand vous avez des pays qui ont des dirigeants qui ne rentrent pas dans le rang, qui font de la résistance, qui ont un point de vue divergent,
de la doctrine générale. Eh bien, ces gens-là, vous remarquerez qu'on les traite de tous les noms. Alors, comme j'ai dit, évidemment, ce ne sont pas des gens parfaits, parce que ce sont des régimes qui sont en adéquation avec les difficultés sociales, ethniques, religieuses, qui sont spécifiques à leur pays. Regardez la Syrie, on n'en entend plus parler aujourd'hui. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a réussi à virer Bachar el-Assad, parce que Bachar el-Assad, c'était un obstacle à certains projets, surtout des projets de pipeline qui devaient traverser la Syrie, mais que, évidemment, Bachar el-Assad a toujours refusé, parce que Bachar el-Assad, il a un allié qui s'appelle Vladimir Poutine, qui est la Russie, et qui, par conséquent, défendait les intérêts de la Russie. Voilà pourquoi on voulait dégager Bachar el-Assad. Non pas parce que c'était un dictateur, non pas parce qu'il a fait couler le sang, non pas parce qu'il a tué des gens, non pas parce qu'il emprisonnait des dissidents, non pas parce qu'il pratiquait la torture. Je veux dire, il y a d'autres pays aujourd'hui qui sont tout aussi barbares. Et pour autant, on ne déboule pas avec le petit drapeau pour implanter la démocratie. Non, on laisse faire. Sauf que cette hypocrisie occidentale, aujourd'hui, elle est en train de remonter à la surface. Et des gens comme vous, aujourd'hui, vous commencez à savoir lire et comprendre et vous dire les enculés, les bâtards, les enfoirés, ils nous ont baisés pendant toutes ces décennies. Eh bien Macron, il continue à vous baiser. Il va vous baiser parce qu'il va utiliser une partie de la population française qui va croire comme vérité le narratif qu'il est en train de développer en nous faisant croire qu'il faut avoir peur des Russes parce que les Russes vont arriver, ils vont débarquer, ils vont nous envahir. Ils vont tuer les femmes et les enfants. Parce que le narratif de l'Ukraine, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout a commencé en 2014. Oui, ça a commencé en 2014 quand la Russie a commencé à envoyer des soldats dans le Donbass. Non, comme je vous l'ai dit, ça a commencé dès 91, dès que le pays a déclaré son indépendance et dès que là, il y avait un intérêt aussi bien pour les Russes que les Occidentaux de commencer à placer leurs pions. Et parmi les pions qu'ils ont utilisés, vous avez les secteurs droits, vous avez le bataillon Azov, vous avez les bandéristes, qui sont des anti-russes et qui par conséquent détestent les Ukrainiens russophones. Et c'est par eux, par leur intermédiaire, par l'instrumentalisation qu'on a fait d'eux, que tout a commencé. À votre avis, demain, vous avez un gouvernement canadien pro-anglophone qui décide que le Québec, ils font chier, qui nous cassent les couilles. Donc, on va les dégager, on va les envahir, on va leur interdire le français, on va faire en sorte de replacer une hégémonie, un diktat anglophone, une politique, une idéologie anglophone à la place. À votre avis, les Français, qu'est-ce qu'on va foncer? Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser les Québécois subir sans rien dire? Bien sûr que non. On va essayer quand même de mettre notre grain de sel dans l'histoire, parce que les Québécois, c'est nos cousins, c'est nos frères. Bien, la Russie, elle a fait exactement la même chose avec les Ukrainiens russophones. C'est qu'elle a senti que les russophones étaient menacés. Alors certains vous diront non, c'est faux, c'est un discours de la propagande russe. Ah bon? Odessa, c'est la propagande russe? Le fait de la changement de la constitution ukrainienne en disant que la langue officielle c'est l'ukrainien. Alors attention, contrairement à ce que certains ont dit, il n'y a pas d'interdiction de continuer à utiliser le russe. Mais on a bien senti que le fait de mettre ça dans la constitution, c'était préférable que les russophones se mettent à l'ukrainien. C'est comme si demain, en Belgique, les Wallons prennent le pouvoir et disent désormais les Français, on va vous obliger à parler le wallon. Vous pourrez continuer à parler le français si vous voulez, mais vous allez être obligé de parler le wallon. Qu'est-ce que va faire la France? La France, elle va réagir.
Elle va quand même pas laisser ses cousins belges francophones se faire dicter, se faire soumettre par les Wallons. Non, j'ai une connerie, Wallons, c'est les Flamands, pardon. Les Flamands. Parce que les Wallons, c'est les francophiles. Donc les Flamands qui, demain, imposeraient aux Wallons de parler le flamand. Mais ça, pareil, c'est des choses qui sont occultées. Donc évidemment, après, vous avez les Ukrainiens russophones. Alors, il y a évidemment, à un moment donné, un jeu d'influence, c'est évident. Mais ça a toujours existé. Même les Occidentaux, les Américains, les Français, les Britanniques, les Allemands, qui vous voulez, à un moment donné, dans une situation géopolitique, ont toujours essayé de tirer les vers du nez, ont toujours essayé de tirer la couverture vers eux, dans leurs intérêts. Pourquoi est-ce qu'on défend la francophonie en Afrique? C'est quelque part pour garder des liens forts entre ces pays africains francophones et la France. Tout simplement. C'est pas pour défendre la langue française. Donc Macron, c'est quoi son plan? Pourquoi il veut faire peur aux gens? Est-ce qu'il a l'intention d'utiliser ça et de faire monter la température en faisant croire que la Russie peut être demain aux portes de Paris? Bon, déjà, non. La Russie a le même problème que l'Ukraine, c'est sa démographie. Elle n'a pas assez de population, elle n'a pas assez d'hommes pour se permettre même d'envahir ne serait-ce que l'Ukraine. La preuve, c'est que ça fait depuis 2 ans que ça avance, ça recule, avance, ça recule, avance, ça recule. Bon, même si demain, on sait que la Russie a la technologie, a les moyens de pouvoir éventuellement raser l'Ukraine si elle veut. Mais après, et même imaginons la Russie envahit toute l'Ukraine. Et après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la Russie, va avoir les moyens humains et matériels de maintenir l'autorité sur l'Ukraine? Est-ce qu'elle peut se reposer sur les Ukrainiens russophones? Non. Et c'est ça qui est quand même énorme. Je veux dire, l'Irak, l'Afghanistan, la Somalie, et même plus loin, le Vietnam. Ce sont des guerres qui ont su démontrer que tu as beau avoir la supériorité logistique, technologique, stratégique, il y a un moment donné où, une fois que tu as conquis, tu fais quoi? Tu es dans la merde parce que tu vas être confronté à de la résistance, voire même à un interventionnisme de certains pays pour aider cette résistance. Et ça, les Russes, comme les Américains, ils l'ont très bien compris parce qu'ils en ont fait les frais. Autant les Américains ont fait les frais avec le Vietnam, autant les Russes ont fait les frais avec l'Afghanistan. Donc aujourd'hui, attaquer un pays, l'envahir, non, stratégiquement, ça ne fonctionne plus. Ce qui peut fonctionner, c'est par contre s'accorder des alliances pour tenir l'influence. En effet, c'est essayer d'influencer les paysages politiques, etc. Là, c'est peut-être la solution. Mais attaquer le pays, l'envahir pour le posséder, alors il y en a qui réussissent, mais parce qu'ils en ont les moyens, ils ont les moyens humains. La Chine, par exemple, avec le Tibet. Aujourd'hui, le Tibet, oui, ils ont envahi le Tibet, ils détiennent le Tibet, et aujourd'hui, ils sont en train de faire un remplacement de la population tibétaine par une population chinoise. Mais bon, quand vous voyez la population chinoise, quand vous voyez le totalitarisme et l'autoritarisme du régime, ouais, ils peuvent le faire. Mais nous, les Occidentaux, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de le faire.
Les États-Unis ont peut-être les moyens, mais le problème c'est que les États-Unis, il y a 2 océans qui séparent le pays des restes des autres continents. Donc, pareil, logistiquement, c'est compliqué. C'est difficile. Ou alors, Macron tente un coup de bluff pour pousser les autres pays européens à suivre la même doctrine, pousser la méthodologie pour trouver les moyens de créer cette fameuse armée, quitte même, oui, en effet, créer un épargne, une sorte de bon, etc. Mais alors c'est marrant parce que sur les réseaux sociaux, tout d'un coup, il y a plein de gens. Oui, quand est-ce qu'ils mettent les bons que je suis prêt à acheter avec mes économies et tout pour l'effort de guerre. T'es là, tu dis mais est-ce qu'ils se rendent compte ces gens qu'ils sont en train de militer pour quelque chose où fatalement ils vont en payer le prix, où il va y avoir fatalement un effet boomerang? Est-ce que ces gens qui, oui, allons faire la guerre en Ukraine, etc. Ok. T'as des enfants? T'as des gamins? Ton fils, ta fille, ils ont quel âge? Moins de 25 ans? Je te rappelle pour mémoire, petit abruti, qu'il y a quelques années, il y a en France une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale qui permet au président de la République, selon un contexte évidemment affirmé, confirmé par les institutions françaises, de saisir, de réquisitionner, y compris des Français, pour les intégrer, imaginons, dans une armée. Alors oui, le garde-fou, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil constitutionnel. Oui. Vous avez vu qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à l'Assemblée nationale et au Sénat? Vous avez vu qui est le président maintenant du Conseil constitutionnel? Oui, il y a de fortes chances qu'en réalité Macron, il essaye de jouer les va-t-en-guerre pour se mettre en bonne position afin de devenir, le cas échéant, le temps venu, le président de l'Europe. Souvenez-vous, révision des traités européens actuellement en cours. Transformation de l'Europe en pouvoir législatif et exécutif. Transfert des souverainetés des pays membres. C'est ça qui vise Macron. Parce que comme il sait que dans 2 ans, il ne pourra pas se représenter à la présidence, donc il lui faut un autre boulot. Et bien l'autre boulot, c'est devenir le big boss de l'Europe. Le dieu, le roi. Tout ce que je viens de vous dire, souvenez-vous-en quand je sortirai une vidéo sur ce fameux livre. Allez, je vais vous dire, le livre qui est aujourd'hui censuré en France. Ça y est, vous voyez de quel livre je veux parler? Parce que peut-être que vous allez comprendre pas mal de choses. Sur ce, bonne guerre, bon courage, puis soyez rassurés, de toute façon, je vous l'ai dit, tout ça, c'est de l'esbrouf, tout ça, c'est de l'arnaque. Parce que très clairement, l'Europe, dans son état actuel, dans sa situation actuelle, dans sa structure actuelle, n'a pas les moyens de se lancer dans ce genre d'aventure. Sinon, comme je vous l'ai dit, soumettre les peuples. Mais là, est-ce que les peuples, à un moment donné, finiraient par se réveiller et se dire « Non, on n'est pas d'accord ». D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.